Donc, vous ne pouvez pas gagner une guerre sans avoir de bonnes armes. Et pour l'échographie, il faut un bon appareil d'échographie qui est à la pointe du progrès. Il y a un facteur quand même qu'on oublie souvent également dans ces aléas, c'est le patient. Donc la qualité du patient, je ne parle pas le morphotype du patient intervient beaucoup dans la qualité de ce que vous ferez. Et parfois, moi en pratique, je suis extrêmement gêné quand je vois des patients qui pèsent plus de 120 kg qu'on envoie pour une échographie. Là, vous ne verrez rien. Vous ne verrez que la partie superficielle, vous ne verrez que la graisse et le reste, vous ne pouvez rien dire. Donc, il faut que les prescripteurs aussi soient au courant de ce genre d'aléas qui impactent négativement la qualité de l'examen. Alors, quels sont les objectifs pédagogiques que nous avons fixés avec vous? C'est de connaître l'écho-anatomie de l'épaule, qui est l'un des examens les plus demandés, de savoir réaliser un examen échographique standardisé de l'épaule et d'en éditer les images clés, et surtout aussi de reconnaître les principales pathologies aiguës comme chroniques qu'il faut rechercher au cours d'un examen. Alors, sur le plan matériel, vous devez disposer d'un échographe de qualité avec une des sondes de haute résolution qui est capable de vous faire aussi bien du mode B que du Doppler et qui peuvent également s'enrichir de certaines nouvelles techniques comme l'harmonique, mais il faut aussi pouvoir faire les réglages idoines pour avoir un examen de qualité. Et pour l'opérateur, il faut des connaissances cliniques qui sont très importantes parce que vous vous rendrez compte en pratique que la plupart des examens qui vous sont demandés n'ont pas forcément les bonnes indications. Il suffit juste de poser 2 ou 3 questions, de faire un test pour vous rendre compte que pour ce patient-là, il n'a pas besoin d'une échographie d'épaule, mais plutôt d'autres choses. Alors, donc, les prescriptions inadaptées également doivent être prises en compte. Mais ce qui est fondamental, et je pense que le professeur Badji l'a dit et répété, c'est que les radiographies standards sont nécessaires. Donc il ne faut pas avoir la paresse de les faire, parce qu'en pratique, vous allez recevoir un patient chez qui on a demandé une échographie d'emblée. Vous êtes obligé vous-même de l'amener en salle de radio pour faire la radio avant de continuer. C'est extrêmement important. Les seules pathologies où l'échographie peut être réalisée d'emblée, c'est les pathologies musculaires, surtout traumatiques. Quand quelqu'un fait un traumatisme, si il n'est pas important, on est sûr qu'il n'y a pas de lésion osseuse, à ce moment-là, on peut d'emblée faire un examen échographique. Alors, sur le plan technique, pour faire votre échographie, vous devez mettre votre patient en position assise, idéalement sur un tabouret pivotant. C'est ça qui va vous permettre de changer de position. Et il faut qu'il soit un peu en position basse par rapport à l'opérateur pour plus de confort. Et pour cela également, il faut faire un examen comparatif. Donc, ne vous limitez pas à une épaule. Donc, l'examen est comparatif. C'est pourquoi il est globalement plus long que les autres examens. Et puis, c'est pourquoi vous avez besoin de cette table-là qui vous permet d'alterner justement l'examen d'une épaule à l'autre. Alors, l'écho-anatomie générale des structures musculaires, des structures de l'appareil musculo-squelettique, c'est les muscles d'abord, comme vous le voyez ici, avec leur aspect péné, ils sont bien connus avec des aponéphroses, les tendons avec leur aspect fibrillaire, plus ou moins, et puis les nerfs avec leur aspect qui ressemble, qui simule un ovaire. Mais la seule chose dont vous devez vous méfier justement en faisant l'échographie ostéo-articulaire, c'est ce qu'on appelle l'artefact d'anisotropie. C'est un artefact qui vous modifie vos images parce que vous n'êtes pas perpendiculaire à l'axe de la structure que vous voulez étudier. Et pour cela, il faut vous astreindre à faire changer les positions du patient ou bien de la sonde pour pouvoir avoir l'image normale comme vous le voyez ici. Donc la même structure, là c'est un tendon achilléen qui est bien hyperéchogène, qui ressemble vraiment qui garde son aspect fibrillaire, et là vous avez un aspect hypoéchogène qui peut vous faire penser à une tendinose alors qu'il n'en est absolument rien. Donc retenez bien que l'artefact d'anisotropie, c'est vraiment la cause des plus grandes erreurs en pratique d'échographie ostéo-articulaire. Alors, pour étudier l'épaule, vous allez le faire suivant 3 compartiments ou 3 versants. Donc il y a un versant antérieur sur lequel vous pouvez étudier le tendon du long biceps ainsi que le subscapulaire. Il y a un versant supérieur qui est souvent le plus riche et le plus long. C'est là que vous allez étudier votre supraépineux, la bourse sous-acromiodéltoïdienne, les artères les rotateurs, le ligament acromioclaviculaire ainsi que l'articulation acromioclaviculaire. Et il y a enfin un compartiment postérieur où se loge le tendon supraépineux
ainsi que les muscles qui sont associés, le muscle supraépineux, ainsi que l'échancrure spinoglénoïdienne. Alors, donc en commençant par ce versant antérieur, donc vous allez mettre le patient dans la position qu'on voit, là. Donc là, notre patient, il est assis sur le tabouret. Donc là, il a l'avant-bras qui est sur la cuisse et qui est en supination. Donc vous voyez, donc c'est là que vous allez vous centrer pour faire vos coupes sagittales et axiales qui vont vous montrer le tendon lombiceps qui est là en place dans sa gouttière, la gouttière intertubérositaire que vous voyez, là en coupe axiale et en coupe longitudinale. Alors, vous continuez. Pour mieux voir votre tendon subscapulaire, par contre, vous êtes obligé plus ou moins de faire une rotation externe de ce bras qui est un peu collé au corps. Alors, là, donc, en faisant cette position, vous arrivez quand même à étudier correctement votre tendon subscapulaire et son insertion sur le tubercule mineur, et puis voir également les expansions fibreuses de ce tendon qui vient plus ou moins surcroiser la gouttière intertubérositaire et qui fait que justement les ruptures du tendon subscapulaire peuvent s'accompagner de luxation du tendon lombiceps. Donc, vous voyez sur cette coupe une coupe transversale du subscapulaire ainsi que la coupe sagittale qui vous permet de voir que c'est un tendon qui est multifasciculé. Alors, donc l'un des tendons les plus sollicités et souvent les plus pathologiques, c'est le tendon supraépineux. Donc, il sera examiné, c'est un sujet qui va avoir la paume de la main contre la fesse, comme on dit, donc vers l'arrière. Et dans cette position, on expose le tendon et on arrive à avoir une très bonne vue frontale de ce tendon-là, qu'on voit très bien et dont on voit l'insertion sur le trochiter au niveau de l'anthèse. Donc là, si vous voyez bien, on voit plus ou moins un aspect hypoécogène, mais qui est lié à l'artefact d'anisotropie. Alors, un autre élément qui est important en pratique, c'est l'étude de l'intervalle des rotateurs. Donc, sur cette coupe, où le bras est un peu collé au corps, et on a le bord ulnaire du poignet contre la ceinture. Donc, en faisant cette coupe un peu sagittale récurrente, donc on arrive à voir sur cet intervalle des rotateurs le tendon subscapulaire, le tendon du lombiceps, ainsi que le tendon supraépineux. Et entre les deux, juste au-dessus, vous allez avoir le ligament collaco-huméral qui peut être impliqué dans les capsulites rétractiles. Alors, en profitant toujours de cette vue sur le versant antérieur, donc on doit pouvoir étudier le ligament acromioclaviculaire qui est impliqué plutôt, lui, dans les conflits. Et on en profite également pour étudier l'articulation acromioclaviculaire. Il y a beaucoup de pathologies dégénératives acromioclaviculaires qui sont parfois en cause dans les douleurs sans que cliniquement les gens n'arrivent à en faire la preuve avant l'échographie ou la radio standard. Alors, après, pour étudier le tendon infraépineux, donc il faut mettre le bras du patient en adduction et puis en rotation externe. Donc c'est cette position qui permet de bien dérouler la fossette infraépineuse et puis d'étudier l'insertion de ce tendon au niveau du trochiter. Mais ce qui est difficile parfois en pratique, c'est justement de faire la différence entre les deux, parce que c'est des tendons qui vont s'entrecroiser au niveau du trochiter plus ou moins, mais il y a de petites astuces en pratique qui vous permettent, surtout sur les coupes sagittales, de savoir si vous êtes sur le supra ou bien sur l'infraépineux. Donc, alors, sur cette vue postérieure maintenant, donc vous allez à étudier tous les éléments que nous voyons là. Vous étudiez le labrum, la jonction myotendineuse du muscle infraépineux, ainsi que l'échancrure spinoglénoïdienne, ainsi que la qualité des muscles dont vous pouvez apprécier plus ou moins la trophicité, bien que ce soit mieux fait ou par l'IRM. Alors, donc, après avoir fait votre étude, donc vous devez pouvoir sortir sur vos images, sur votre rapport, des images clés. Donc, ces images vont recouper tous les éléments que nous venons de voir, la plupart du moins. Le minimum, c'est de sortir le tendon lombiceps, pouvoir sortir le subscapulaire, le supraépineux, l'intervalle des rotateurs, l'articulation acromioclaviculaire ainsi que le tendon infraépineux. Donc si vous arrivez à bien projeter et à montrer les lésions, à les annoter,
sur ces coupes-là déjà, pour une étape d'initiation, c'est déjà gagné. Alors, quelles sont les indications? On les connaît déjà. Donc, ça peut être en pathologie aiguë ou en pathologie chronique. En pathologie aiguë, il arrive quand même parfois qu'on dépiste des lésions osseuses, mais qui sont mieux visibles normalement sur la radiographie standard ou parfois au scanner. Mais les ruptures aiguës post-traumatiques et les désinsertions sont souvent bien visualisées, ainsi que toutes les bursopathies. Et puis, l'une des situations cliniques les plus fréquentes, c'est les migrations de calcification tendineuse qui se résorbe et qui provoque un syndrome inflammatoire qui est très marqué. Et dans ces cas-là, l'échographie, par exemple, est supérieure à l'IRM. L'IRM va vous montrer une inflammation marquée de toute la zone sans que vous puissiez faire le point sur l'étiologie. Alors, sur le plan chronique, vous avez des anthésopathies, des tendinopathies simples, des ruptures également, parce qu'il y a des ruptures chroniques qui peuvent décompenser de temps en temps, des conflits d'épaule ou bien de la capsule rétractile. Alors, donc quelques éléments sémiologiques. Donc, les épanchements liquidiens, c'est plus facile à mettre en évidence. Quand on les regarde, on voit là donc, un épanchement qui entoure complètement le tendon le long du biceps. Et juste en avant, on voit un gros épanchement de la BSAD. Et comme on vous le dit, il faut suspecter, sans que ce soit pathognomonique, qu'il existe une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs, en particulier du suscipital. Qu'il faut chercher, qu'il faut traquer. Mais ce n'est pas seulement dans ces situations qu'on l'a. Comme vous le savez, la gouttière bicipitale, elle communique avec la cavité articulaire. Donc, tous les épanchements, toutes les causes d'épanchement peuvent se manifester également par un remplissage de ces gouttières par du liquide synovial. Alors, les ruptures, il faut qu'on puisse les cerner. Est-ce qu'elles sont transfixiantes ou pas? Donc, je voudrais préciser ici que la rupture transfixiante, c'est cette rupture qui intéresse le tendon de haut en bas. Donc, c'est dans l'épaisseur du tendon, donc, de la superficie à la profondeur. Alors, donc, ces ruptures transfixiantes, elles entraînent la naissance de deux berges qui sont complètement séparées dans certains cas. Alors, elle peut aussi être partielle. Et quand elle est partielle, elle peut atteindre soit la face superficielle, qu'on appelle la face bursale, celle qui est en contact avec la bourse sous-acromioddeltoïdienne, ou bien elle peut être articulaire, c'est-à-dire intéressant la face inférieure du tendon. Ou bien il peut y avoir carrément des ruptures double face, comme on les appelle. Alors les clivages, par opposition aux ruptures transfixiantes ou partielles, c'est des solutions de continuité qu'on observe dans la longueur du tendon. Donc c'est comme si vous avez une corde que vous divisez en deux dans le sens de la longueur. Donc c'est des lésions également qu'il faut pouvoir identifier. Donc là, j'ai insisté aussi sur un élément sémiologique qu'on utilise souvent, c'est la perte du galbe du tendon. Donc vous voyez un tendon qui est normalement très convexe, qui à un moment s'aplatit. Donc là, c'est évident, on voit carrément cette lésion, mais dans plusieurs situations, vous êtes obligé quand même de faire des manœuvres pour mettre en évidence une lésion sous-jacente. Donc le MEPLA doit vous alerter sur l'existence d'une lésion sous-jacente. Alors, l'anthésopathie, donc l'atteinte vraiment du tendon au niveau de son insertion osseuse, de sa plaque. Donc, comme vous le voyez ici, souvent ça s'accompagne de modifications érosives du trochiter. Il y a parfois des spicules osseuses associées. Parfois, vous avez carrément une hyperémie associée en cas de poussée congestive. Alors, la tendinose, je pense qu'il arrive, on la voit, c'est des atteintes chroniques avec souvent une dédifférenciation des fibres, un épaississement du tendon, donc que vous pouvez également voir si vous avez un appareillage adéquat. Donc j'insiste sur la qualité de l'appareillage et sur la démarche assez systématique qu'il faut adopter pour la réalisation d'une échographie de l'épaule. Voilà, donc la tendinopathie calcifiante également, c'est un des processus pathologiques qui sont parmi les plus courants et qui est extrêmement symptomatique. Donc vous allez recevoir souvent des patients qui ont ces tendinopathies. Le fait d'avoir une calcification dans l'épaule ne veut pas dire que c'est ça qui est responsable de la symptomatologie du patient. Donc il n'y a pas forcément de corrélation, sauf si on a des signes de résorption. Et les signes de résorption, c'est quand les calcifications deviennent moins atténuantes, quand on les voit presque en bout, comme ce patient moi que j'ai vu il y a à peu près 15 jours. Donc
c'est à la suite de l'écho que j'ai même réalisé la radio. Donc, il ne faut pas être économe. Parfois, vous êtes obligé de faire la radio gratuitement pour le patient parce que vous avez besoin de mieux asseoir votre diagnostic. Donc, il ne faut pas lui dire non, vous allez payer, vous revenez avec la radio. Ce qui est important, c'est que vous faites carrément une consultation pour la pathologie de l'épaule. Donc, vous devez pouvoir être en mesure de réaliser tout ce qu'il faut pour faire votre diagnostic. Et là, on voit carrément que ce patient-là, il est dans il a une coulée de calcification qui est en train d'être résorbée parce que c'est carrément une boue calcique qu'on voit qui est en train de migrer vers la superficie, donc vers la bourse sous-accumulée deltoïdienne. Et là, on voit un peu dessiner un peu la face inférieure de la bourse sous-accumulée deltoïdienne. Alors voilà, c'est quelques éléments théoriques que je voulais mettre à votre connaissance avant qu'on puisse passer à la démonstration live sur